Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons entamer la deuxième partie du chapitre 9, application à la dérivation, et on va parler plus particulièrement de problèmes d'optimisation. Alors pour la partie courbe, plutôt que le rédiger à la main, j'ai trouvé que dans votre livre c'était plutôt pas mal fait. Donc je vais reprendre les différents encarts qu'on retrouve dans votre livre sur le sujet, et puis je vais les commenter. Alors, optimisation, on entend par là recherche de maximum et de minimum. Donc je reprends la courbe d'une fonction f, celle qu'on retrouve dans votre livre, et donc si on s'interroge ici sur quel est le maximum, quel est le minimum de la fonction f, bon, assez intuitivement, on va s'intéresser au point f et au point g. Alors petite remarque, attention, ce qu'on appelle le maximum d'une fonction ou le minimum d'une fonction, c'est bien le maximum et le minimum de l'expression f de x. Et donc, en traduisant ça sur la courbe, il s'agit bien des ordonnées des points. Donc on s'intéresse à l'ordonnée maximale des points de la courbe, l'ordonnée minimale des points de la courbe. Donc ici, assez logiquement, le maximum serait 3 et le minimum serait moins 2. On va voir la définition, je crois que je l'ai déjà donnée précédemment dans l'année ou l'année dernière. Donc un nombre réel grand M est le maximum de la fonction f sur un intervalle i, si pour tout nombre réel x de l'intervalle i, f de x est inférieur ou égal à m, donc m est plus grand que toutes les autres valeurs de f de x, et s'il existe un nombre réel u de l'intervalle grand I tel que f de u égale m. Donc il ne suffit pas, il y a deux conditions, il ne suffit pas d'être plus grand que toutes les autres valeurs, mais il faut aussi être atteint pour une valeur quelconque, voire plusieurs valeurs. Un même maximum peut être atteint plusieurs fois. On dit alors que le maximum m de f sur i est atteint en u. Le maximum, on est bien une valeur unique. De la même manière, pour le minimum, le nombre réel m est le minimum de la fonction f sur i si pour tout nombre réel x de i, f de x supérieur ou égal à m, petit m minore toutes les autres valeurs de f de x, et s'il existe un nombre réel u de i tel que f de v égale m, oui, on atteint aussi le minimum. On dit alors que le minimum de m de f sur i est atteint en petit v. Ok, donc sur l'exemple qui vous est donné dans le livre, la courbe ci-contre est la représentation graphique d'une fonction f définie sur moins 2, 5, d'accord. Le maximum de f sur i est égal à 3 et est atteint en x égale 2. Le minimum de f sur i est égal à moins 2 et est atteint en x égale moins 1. Jusqu'ici, pas de souci. Petite remarque, minimum, maximum, on peut les appeler extrémum de la fonction f sur l'intervalle grand I. Dans ce cas-là, si on a un extrémum, c'est soit un maximum, soit un minimum. Alors, c'est intéressant. Maintenant, pas facile de justifier qu'un nombre est le maximum. Je vous explique. Si je reprends la courbe qui est ici, tiens, je la ferai apparaître en plus grand, faites-moi confiance, mais on pourrait trouver son expression, c'est un polynôme du quatrième degré. Et donc, si je dois justifier que f de x, polynôme du quatrième degré, est toujours inférieur ou égal à 3, par exemple, si on considère que 3 est le maximum, il va falloir que je résolve une inéquation du quatrième degré. Une équation du quatrième degré, on n'a pas les outils pour, sauf dans les cas très particuliers. Et de la même manière pour le minimum. Une équation, il faudrait être supérieur ou égal à moins 2, f de x supérieur ou égal à moins 2, polynôme du quatrième degré supérieur ou égal à une valeur. À la limite, je passe le moins 2 de l'autre côté, mais je me retrouve avec une inéquation du quatrième degré. Donc, pas possible. Évidemment, on est dans un chapitre application de la dérivation. Donc, peut-être que la fonction dérivée va nous aider pour ça. Alors, réfléchissons un petit peu, regardons ce qui se passe au moment où on atteint le maximum ou le minimum. On remarque qu'on a un changement de variation. Donc on pourrait se dire, bah tiens, lorsque j'ai un changement de variation, j'ai un maximum ou un minimum, j'ai un extrémum. Sauf que, et voilà, arrive ici ce point H, où j'ai à nouveau un changement de variation. Et là, un changement de variation, alors je vois que je peux le remarquer sur mon tableau de variation. Concernant la dérivée, alors si on s'intéresse à la tangente, à chaque fois que j'ai un changement de variation, j'ai une tangente qui est horizontale, donc on pourrait se dire, tiens, quand j'ai un maximum ou un minimum, quand j'ai un extrémum, j'ai ma tangente qui est horizontale, donc mon nombre dérivé qui serait nul. Oui, sauf que on remarque qu'un nombre dérivé peut être nul plusieurs fois sur l'intervalle de définition. Si je reprends cet exemple-là, je vous dis, attention, l'intervalle sur lequel f est étudié est important. En effet, si je m'intéresse à l'intervalle 0,3, je ne sais pas si j'arrive à le voir, oui, 0,3, ici le minimum est 0 et il est atteint pour x égale 0. Si je m'intéresse à l'intervalle 0,6
ou même à l'intervalle 3,5, ici, 0,6 c'est pas tout à fait correct, 0,5 on va dire, ou 3,5, ici le minimum serait moins 1 atteint pour x égale 4. Donc, cette histoire de minimum, oui, il n'en existe qu'un, mais on a l'impression qu'il en existe d'autres. Alors, pour cela, on va définir ce qu'on appelle un extrémum local. Hein, localement, on est un extrémum. Donc la définition est un petit peu abstraite, mais bon, elle se comprend quand même. On dit que le nombre réel alpha est un extrémum local de la fonction f sur i, s'il existe un intervalle ouvert grand J inclus dans i, tel que alpha soit un extrémum de f sur j. Sous-entendu, j'ai mon ensemble de définitions qui est ici moins 2, 5, et ben je réduis mon étude de courbe à par exemple l'intervalle 3, 5, d'accord? Et donc sur l'intervalle 3, 5, je me retrouve avec un extrémum, mais qui devient un extrémum local sur l'intervalle moins 2, 5. Donc c'est ce qui est indiqué ici dans l'exemple, en reprenant l'exemple de ci-dessous. Le nombre réel moins 1 est un minimum local de la fonction f sur l'ensemble de l'intervalle grand I, moins 2, 5, mais il est le minimum de la fonction f sur l'intervalle réduit 3, 5 par exemple. C'était également sur l'intervalle 0,5, c'était la même chose. Ok? Donc voilà la définition d'extrémum local, et là, vous allez voir que on pourra utiliser la fonction dérivée. On distingue ici donc un minimum local de f sur un intervalle inclus dans i du minimum global. C'est une expression qu'on peut utiliser plutôt que minimum tout court, minimum global de f sur i. Au moins comme ça on distingue bien local et global. D'accord? Théorème qui va nous servir finalement pour justifier l'existence d'un extrémum local. Après, en regardant le tableau de variation, on pourra décider si c'est un minimum local ou un maximum local. Mais si le nombre réel a n'est pas une borne de l'intervalle i, et si la fonction f admet un extrémum local, donc sous-entendu on n'est pas au bout de l'intervalle, et la fonction f admet un extrémum local en a, alors f' de a égale 0. D'accord? Démonstration à compléter, bah, je vous l'ai démontré juste après. Hein. Pour une fois, je vous ferai une démonstration ici dans la présentation. Attention, oui, je reviens, on est sur un si alors, une implication. Sous-entendu, la réciproque n'est pas forcément vraie. Enfin, oui, elle n'est pas forcément vraie. Si je prends l'exemple de la fonction cube, hein, j'essaie de prouver que si mon nombre dérivé est nul, si f' de a égale 0 pour une valeur de a, alors il y a un extrémum, maximum, minimum. Bah non, pour la fonction cube, ça ne fonctionne pas. C'est le cas de le dire. F de x égale x cube, sa dérivée f' de x égale 3x carré. Évidemment, f' de 0 égale 0, donc f' de x égale 0 pour x égale 0. Donc f' de 0 égale 0 pour x égale 0. Si le théorème, la réciproque était vrai, ça voulait dire qu'il y aurait un extrémum. Or, si on regarde la courbe, on voit bien qu'il n'y a pas d'extrémum. Hein. La courbe est strictement croissante. Attention, ce théorème fournit une condition nécessaire, c'est intéressant au niveau logique, c'est une condition nécessaire pour l'existence d'un extrémum. S'il y a un extrémum, alors f' de a, en A, alors f' de a égale 0, mais ce n'est pas une condition suffisante, ça ne suffit pas pour justifier qu'il y a un extrémum. Nécessaire mais non suffisant. Alors, la démonstration. F désigne une fonction définie et dérivable sur l'intervalle i, a est un nombre réel appartenant à i. Supposons que f admet un maximum local en a n'étant pas une borne de i. D'accord? Donc voilà, on a nos conditions, on est dans le si, il admet un maximum local. F est dérivable en a, donc, d'après la définition, f' de a égale limite du taux d'accroissement. Donc si on devait compléter, limite de f de a plus h moins f de a sur h. Comme a est un maximum local de la fonction f, alors il existe un intervalle j inclus dans i tel que f de a soit un maximum de f sur j. J'y vais sur la définition du maximum local. Ça veut donc dire pour n'importe quel autre réel i autre que a, f de x va être inférieur ou égal à a. En passant f de a de l'autre côté, f de x moins f de a inférieur ou égal à 0. Pour tout h appartenant à R étoile, tel que a plus h appartenant à i, si on prend x égale a plus h, on peut remplacer ici le f de x par f de a plus h. Donc f de a plus h moins f de a devient inférieur ou égal à 0. Négatif. Et bien, on va continuer par ce qu'on appelle une disjonction de cas. On va s'intéresser dans le cas où a est positif et dans le cas où a est négatif. Vous allez voir, hein, c'est finalement assez simple une fois qu'on a compris l'idée. Donc on commence dans le cas où h est strictement positif. Sous-entendu, je suis à
à gauche de mon extrémum, et puis je me rapproche de mon extrémum. Si h est strictement positif, alors f de a plus h moins f de a sur h, alors être quel signe? Le numérateur est négatif, on vient de le voir, le dénominateur est positif. Un négatif sur un positif donne un résultat négatif, inférieur ou égal à 0. Et quand je passe à la limite, h se rapproche de 0 tout en étant positif, et bien la limite sera négative aussi. Et la limite, c'est bien ce qu'on appelle le nombre dérivé f' de a. Donc f' de a est inférieur ou égal à 0. Deuxième cas, si h est strictement négatif. Alors f de a plus h moins f de a sur h est cette fois-ci positif. Je divise un nombre qui est négatif au numérateur par un nombre qui est négatif au dénominateur. Moins sur moins donne plus. Donc à la limite, évidemment, on est également supérieur ou égal à 0, et donc f' de a, assez logiquement, est supérieur ou égal à 0. Bon ben voilà, on a prouvé que à la fois f' de a était inférieur ou égal à 0 et qu'f' de a était supérieur ou égal à 0. Ben, le seul nombre à la fois positif et négatif, c'est 0. C'est une façon intéressante de montrer que quelque chose est nul. Hein. Je montre que c'est à la fois positif et négatif. Hein. Rappel pour Lorentz, positif c'est supérieur ou égal à 0, négatif c'est inférieur ou égal à 0. Donc si f admet un maximum en a sur i, alors f' de a est égal à 0. Bon. Voilà la démonstration. Pas très compliquée, un petit peu abstraite, mais bon, en tout cas pour nos amis les futurs spé, je pense qu'il faut être capable de la comprendre et de la refaire. Alors, je vous propose un petit exercice. Un petit exercice, d'ailleurs, qui est un petit peu en amont du cours précédent. Je vais revenir dessus après. Hop, je reviendrai pour le corriger. Oui, dans l'autre sens, la réciproque. Quand même, la réciproque, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même s'intéresser à la dérivée et de justifier qu'il y a un extrémum. Bon, bah pour cela, il faut plus que simplement s'annuler. Et donc, vous voyez le théorème qui est admis, hein, cette fois-ci. Si le nombre réel n'est pas une borne de l'intervalle, donc ce n'est pas l'extrémité de l'intervalle, et si la fonction dérivée f' s'annule en a en changeant de signe, voilà la condition suffisante, alors f admet un extrémum local en a sur i. D'accord? Donc, pour justifier qu'on a un extrémum, un maximum ou un minimum local, puis qui sera global en regardant un tableau de variation, on pourra décider qu'il est global, hein, ça dépendra des autres, de ce qui se passe au niveau des variations de la courbe ailleurs que localement. Et bien, si on justifie que f' s'annule et change de signe en a, dans ce cas-là, l'extrémum est en a. Alors, comme exemple, alors c'est pareil, c'est celui du cours, alors c'était un exemple précédent, je vous laisserai le regarder hein, à tête reposée. Donc on avait une fonction qui était une fonction de polynôme du troisième degré. Toute la première partie, c'est ce qu'on a pu traiter la semaine dernière. Hein. Je calcule l'expression de la dérivée, j'étudie son signe, tableau de signes, et j'en déduis le tableau de variation. Alors c'est un petit peu mal passé là quand j'ai enregistré directement là, sur le livre numérique. Bon, vous décalerez s'il faut, moins 1, 1 et plus l'infini. Donc voilà, le tableau de variation de la fonction f, croissant, décroissant, croissant, avec des changements de variation en moins 1 et 1. Voilà, donc sous-entendu, un maximum local ici, un minimum local ici. Bon, si on prend l'exemple 1, sur l'intervalle moins 1,5, 1,5, alors ils ont volontairement cherché localement, voilà, autour de la valeur moins 1, entre moins 1,5 et 1,5, la fonction f' dérivée s'annule en changeant de signe pour x égale moins 1, x égale 1, d'après la propriété, hein, on vient de voir, s'annule les changements de signe, elle admet donc deux extrémas locaux en x égale moins 1 et x égale 1. Bon, les calculs qui ont été faits permettent de justifier que c'est un maximum local ou un minimum local. Ok, donc voilà finalement la propriété essentielle qu'on utilisera dans ce chapitre. Je rappelle, si une fonction est définie sur l'intervalle i et que la fonction dérivée s'annule en une valeur a en changeant de signe, alors la fonction admet un extrémum local en a sur i. Ok. Bon, je reprends l'exercice, hein, je l'avais mis un petit peu trop tôt. Donc l'exercice 48 de votre livre, l'application directe hein, de ce théorème. Donc sur le graphique ci-contre, on a obtenu à l'aide d'un outil numérique et représenté sur l'intervalle moins e2 la fonction f définie par. On nous demande de conjecturer les variations et le minimum de la fonction. Alors, on imagine que cette courbe a été faite à la calculatrice. Ok, on repère bon, les variations, on a l'impression que c'est décroissant, peut-être croissant, c'est pas trop. À nouveau décroissant et croissant avec un minimum qui semble se situer, en tout cas en ordonnée ici, l'ordonnée du point qui est ici. Alors ce que je vous propose, ça fait un moment, c'est pourquoi pas revoir un petit peu comment on trace et qu'on utilise les menus graphiques à la calculatrice. Donc pour cela, je vais faire apparaître une autre image
2 minutes, où les calculatrices apparaissent. Voilà, ça doit être bon. Alors, commençons par la Casio. Donc, vous allez dans le menu graphe, hein, attention de votre Casio, et puis vous créez l'expression de la fonction, donc c'est x puissance 4 moins x puissance 3. Ok. Ensuite, je veux tracer, alors je peux peut-être lancer le tracé dans un premier temps, et puis je vois si c'est pas trop mal. Bon, c'est pas très visible, hein, ça ressemble un petit peu à ce que nous a mis, ce qu'on avait sur le livre. On voit quand même que nous on se situe entre moins 2 et 2, si je ne me trompe pas, hein, faudrait revoir. Je vais revoir l'énoncé rapidement. Alors c'est où, c'est là. L'énoncé. Voilà. Alors, on est entre moins 2 et 2, c'est ça. Donc revenons sur les calculatrices. Voilà. Alors, donc sur Casio, entre moins 2 et 2. Donc, je vous rappelle, vous pouvez aller dans le menu Windows, hein, qui est derrière F3. Menu Windows, et puis je vais me placer entre moins 2. Alors, attendez. Hop, quel est le souci? Ah oui, d'accord. Moins 2 et 2. Ok, et puis Y, on voit qu'on descend pas tellement. Bon, allez, on va mettre moins 3 et 3, c'est pas mal aussi. Ah, ok, bon, c'est toujours peu visible. Alors, même si c'est pas visible, votre calculatrice est capable de trouver le minimum. Alors, au niveau des variations, bon, on va dire que ça décroît. Alors, ça stagne peut-être un peu, mais plutôt décroissant puis croissant. On n'a pas l'impression que ça remonte. Au niveau du minimum, bon, je vous rappelle que vous pouvez appuyer sur la touche F5, tout simplement, une fois que vous avez votre graphique, et puis vous lui demandez maximum, minimum, le minimum. Le minimum, bah, il me le donne. Hein, minimum qui vaudrait moins 0,105,468, etc. Atteint pour x égale 0,75. D'accord. Donc, variation décroissant, croissant, minimum en x égale 0,75, qui vaut une valeur approchée qui est ici, moins 0,105. On y va sur TI. Alors, sur TI, donc même chose, vous créez votre fonction, donc x puissance 4 moins x puissance 3. Ok. Alors, bon, maintenant on est un petit peu aidé, on va se placer, donc on a dit entre moins 2 et 2. Ok, et puis y minimum, bah tiens, on va essayer d'un peu mieux voir, ça va être entre moins 1 et 1. Je ne sais pas si ça sera plus visible, mais on aura un petit peu restreint la fenêtre. Alors, si je trace, ouais, bah c'est pas si quand même, on voit un petit peu mieux au niveau des variations. Bon, le minimum hein, semble toujours être à peu près au même endroit. Donc pour cela, sur TI, comment aller chercher les calculs? Donc c'est derrière trace. Hein. Donc seconde trace. Vous avez le minimum. D'accord. Alors même si vous n'avez pas tout à fait la même calculatrice, c'est la même chose. Il me demande de le chercher entre quelle valeur et quelle valeur. Hein, pour quelle valeur d'abscisse. Donc il me demande la borne de gauche, hein, left bound. Il me demande la borne de droite. Donc je vais me décaler sur la courbe au-delà du minimum. Voilà. Et deviner, donc on essaye de se rapprocher, c'est un peu ça, guess, hein, je vais essayer de deviner. Donc je me rapproche. Et voilà, on retrouve le minimum. Alors, vous voyez, hein, c'est les TI, hein, ils ont tendance à chaque fois effectuer les calculs voilà, de façon numérique. Hein, c'est la calculatrice qui effectue les calculs pour trouver le minimum. Ils testent pour trouver jusque où on trouve le minimum. Et donc là, on trouve pas tout à fait 0,75, hein, mais on imagine que la précision près 0,75 est la même valeur d'ordonnée. Donc minimum moins 0,10548, etc. 468. Ok. Alors, revenons maintenant à la correction de l'exercice, allons jusqu'au bout. Je le reprends, donc sur le graphique dessous, conjecturer les variations. Donc les variations, bon, on a vu, hein, décroissant, croissance, ça reste qu'une conjecture, il faudrait justifier derrière. Un minimum qui semble être f de 0,75, c'est-à-dire environ moins 0,105, il manque un petit moins, attention ici, semble être à moins 0,105. Bon, on va le rajouter. Ok, bon, on est sur une conjecture, je rappelle, une conjecture, c'est une hypothèse qui n'a pas besoin d'être justifiée. Contrairement à la suite de l'exercice où là on va vous demander de justifier. Bon, je vais assez vite sur la question A. Hein, on vous demande de calculer la dérivée, de dresser son tableau de signes. Bon, la dérivée f' de x égale 4x cube moins 3x carré. Je vais devoir en étudier le signe. C'est un polynôme du troisième degré. A priori, je n'ai pas d'outil. Sauf que on voit quand même qu'on peut factoriser par x carré. Donc x carré, facteur de 4x moins 3. Ok. Allez, tableau de signes assez rapidement. Hein. X carré est toujours positif, s'annule en 0. 4x moins 3, négatif, négatif, positif, s'annule en 3 quarts. Attention. Le signe est donc de f' de x est donc négatif, négatif, positif. Vous remarquez, tiens donc, ça s'annule deux fois.
Donc vous voyez la réciproque, hein. C'est pas parce que ça s'annule que c'est forcément un extrémum, puisqu'ici ça s'annule sans changer de signe. D'ailleurs, on le voit sur la courbe, ça fait penser à la courbe de la fonction cube de tout à l'heure. Ici, on a une tangente bien horizontale, puisque le nombre dérivé est nul, hein, en 0. Par contre, on reste strictement décroissant. Okay, c'est ce que je mets dans mon tableau de variation, hein, on est bien strictement décroissant, strictement croissant. On peut avoir la valeur exacte cette fois-ci, hein, parce que c'est l'image de 3/4. 3/4, on en est assuré que c'est la valeur où il y a un changement de variation, et donc la valeur où se situe le minimum. Et donc le minimum, cette fois-ci, on peut avoir une valeur exacte. Hein. Donc c'est l'image de 3/4, donc 3/4 puissance 4 moins 3/4 puissance 3. Je peux factoriser par 3/4 puissance 3, facteur de 1 moins 3/4. 1 moins 3/4, ça fait 1/4, donc ça fait 3 puissance 3 fois 1, donc 3 puissance 3 au numérateur. 4 à la puissance 3 fois 4, 4 à la puissance 4 au dénominateur. Donc finalement, ma valeur exacte de minimum, c'est 3 à la puissance 3 sur 4 à la puissance 4, environ 0,105. On n'oublie pas de conclure, hein. Puisque f' s'annule et change de signe en x égale 3/4, f admet un extrémum local en x égale 3/4. Compte tenu des variations de f, bon, je regarde les variations de f, il n'y a pas d'autre endroit où il y a un changement de variation. Il s'agit d'un minimum global valant 3 puissance 3 sur 4 puissance 4 atteint pour x égale 3/4. Ok. Alors, bon, bah voilà, hein, voilà l'application directe. Je reviens sur le cours. Alors, je vous propose un deuxième exercice où on va plutôt parler d'optimisation. C'est quand même le titre du chapitre. L'optimisation, c'est voilà, optimiser, en l'occurrence ici, c'est optimiser une aire. Donc voilà l'exercice 67, un deuxième exemple, qui clôturera d'ailleurs notre présentation. Dans un repère orthonormé, on considère la courbe représentative CF de la fonction f définie sur R par f de x égale polynôme du second degré de 9e de x carré moins 2. Assez logiquement, la courbe est une parabole, on la voit en vert. Ok. On vous dit que M est un point, le point de CF d'abscisse moins 3, bon, on peut leur donner vaut 0. N est le point CF d'abscisse A. Et le point de CF d'abscisse A. Oui, voilà, N est ici, abscisse A. Assez logiquement, bah tiens, on fait le projeté orthogonal de N sur l'axe des abscisses, on obtient le point P, qui est finalement le point qui a comme coordonnées A en abscisse, 0 en ordonnée. Ces trois points forment un triangle, d'accord? Et ce qu'on vous propose, c'est de déterminer où doit se situer le point N, ou plus particulièrement quelle doit être la valeur de A, pour que l'aire de ce triangle soit minimale, hein, si je ne me trompe pas, hein, conjecturer la réponse maximale, pardon. L'aire de ce triangle soit maximale. D'accord? Alors on vous demande de le traiter de deux manières. Dans la question A, bah, d'utiliser un logiciel de géométrie dynamique, donc moi je vais vous le faire sur GeoGebra, permettra aussi d'aller un peu plus dans le détail sur l'utilisation de GeoGebra, et ensuite bah, d'y répondre numériquement, hein, par le calcul. D'accord? On commence par GeoGebra. Alors je vais m'installer sur GeoGebra, donc ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, puisque pour l'instant je partirai d'un GeoGebra où je n'ai encore rien préparé, mais bon, si vous avez envie de le faire chez vous, ça vous permettra de voir un petit peu comment on dit. Alors, GeoGebra, quand je le lance, hein, je me retrouve avec une fenêtre graphique, une fenêtre d'algèbre où vont apparaître tout ce que je vais créer dans ma fenêtre graphique. Voilà, il y a un repère, on peut l'enlever, le remettre, etc. Mais pour l'instant, je le laisse. Alors, première étape va être de tracer la courbe. Donc, tracer la courbe, je vous rappelle, ma courbe, c'est la fonction f. Donc, tout simplement, ici, dans la barre de saisie, j'espère qu'on la voit ici à l'écran, tout simplement, vous écrivez f de x égale l'expression de f de x, donc 2 neuvièmes fois x carré, moins 2. Ok. D'accord, en plus, il me l'a fait en vert, donc c'est assez sympa. Ensuite, bah, je vais placer mes points M, N et P. Alors, on va regarder vite fait à nouveau la figure pour être sûr de ne pas se tromper. Donc la figure, donc voilà, M a comme coordonnée moins 3, 0. P a comme coordonnée petit a, qui est variable, hein, 0. Et puis N est le point de la courbe de coordonnées A, F de A. D'accord? Donc on y va. Je retourne sur GeoGebra. Voilà. Alors, GeoGebra, on y est. Alors, allons-y. Donc, tout simplement, pareil, si vous voulez placer un point, il suffit de le saisir. Hein, M égale, et puis vous mettez ses coordonnées. Hein. Donc, coordonnées, on a dit moins 3, 0. Voilà pour le point M. Le point N a comme coordonnée petit a,
f de a. Alors ce qui est intéressant avec GeoGebra, c'est que petit a priori, on ne l'a pas encore défini. Bah, il va me demander de le définir et de créer une variable. Et pour créer une variable, il va me demander de créer un curseur. Donc si je valide, il me demande si je veux créer un curseur pour a. Oui, je vais créer mon curseur pour a. Tant que j'y suis, et d'ailleurs, si... alors attendez, il y a un petit souci sur la définition de n. F de A, si normalement c'est ça, pourquoi il me met en degré? Ah pardon, oui, il faut mettre une virgule, je crois. Voilà, pareil pour le point N, on va corriger, moins 3, virgule. Ok, donc si je déplace normalement, voilà, mon point N, le problème il se déplace sur la courbe. Alors tout de suite je vais changer mon curseur, donc en cliquant droit et en cherchant les propriétés du curseur, moi si vous vous souvenez l'ensemble des définitions, on est en moins 3 et 3. En tout cas, A doit se placer entre moins 3 et 3. Vous vérifierez sur l'énoncé. Voilà. Donc là, mon point N va bien se placer entre le point M et puis ici, moins 3. Alors mon point P, okay, P égale, donc comme coordonnée, on a dit petit a, 0. Ok, voilà mon point P. Bon, on va tracer le triangle qui nous intéresse. Voilà, ok. Et puis, on va s'intéresser à son aire. Alors pareil, on a un outil très pratique. L'outil qui ici, où il est marqué angle, mais je peux carrément calculer l'aire d'une figure. Donc je vais tout simplement sélectionner mon polynôme. Et voilà, l'aire apparaît. Ok. Donc je vais juste la déplacer un peu pour qu'on la voit bien. Voilà, elle est ici. Et donc si je déplace mon curseur, si je fais déplacer mon point F, évidemment, l'aire est modifiée également. Okay. Alors, cherchons quel est l'aire maximum, en tâtonnant un petit peu. Voilà, là je monte. Ah, je redescends. Donc, hop, 56. Bon, ça semble être là à peu près, autour de A égale 1,02, donc P placé en l'abscisse. Ok. Alors, bon, bah, c'est pas mal, ça nous donne une bonne conjecture. Bonne conjecture du maximum de l'air. Alors, une chose qu'on peut faire, je me propose, c'est que GeoGebra permet, notamment les dernières versions, d'afficher un deuxième graphique. Vous allez voir que ça peut être utile ici. Donc je vais faire afficher un deuxième graphique. Voilà, je le connais. Voilà, il y a un deuxième graphique qui est affiché ici. Et ce qui peut être intéressant, c'est finalement que... Alors, je vais déplacer... Voilà, pour que ce soit un peu plus visible. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire apparaître justement l'aire en fonction de x. Alors, vous le verrez pour la question 2, comment exprimer l'aire? L'aire, c'est un triangle, un triangle rectangle d'ailleurs. C'est base fois hauteur divisé par 2. Donc il faut la longueur MP fois la longueur PN divisé par 2. Alors, comment je le calcule? Donc je vais la saisir. Je vais la saisir, pourquoi pas l'appeler, j'en sais rien, moi, grand A. Grand A égale. Alors, l'aire. PM. Comment s'assurer que ce soit une longueur? Bon, P est forcément ici à droite de M. Donc on va prendre l'abscisse de P moins l'abscisse de M, c'est-à-dire l'abscisse de P A moins l'abscisse de M moins 3. Donc pour la base, ce sera donc A moins 3, A plus 3. Ok. Pour la hauteur, la hauteur c'est tout simplement l'ordonnée de n, mais attention, l'ordonnée de n est négative, donc il va falloir que j'y mette un signe moins devant pour la rendre positive, sinon j'aurais une aire négative et ça me poserait souci. Donc ici, fois moins, on va peut-être mettre une parenthèse, pour être sûr, moins l'image de A. Ok. Donc normalement, l'aire, ici, doit être bonne, on va vérifier. Alors, ah, j'ai oublié de diviser par 2, donc je ne vais pas oublier ça, donc hop, je prends toute mon expression, et je la divise par 2. Ok, ouais, on peut modifier en direct, ça c'est pas mal. Ok, on trouve 3,56, vous voyez, d'ailleurs quand je modifie, évidemment, quand j'ai 3,4 ici, j'ai 3,4 ici, pas de souci. Bon, maintenant j'aimerais bien faire apparaître ma courbe. Alors pour cela, je vais me placer sur le graphique qui est ici. Voilà, je suis bien sélectionné sur ce graphique-là. Et je vais créer un point, alors le point, appelons-le S, qui aura comme coordonnée, alors égal, qui aura comme coordonnée, comme abscisse petit a, comme ordonnée, l'image de A. Pardon, comme ordonnée, l'aire, pardon. Ok. Ok. Alors, mon point S est ici. On voit bien que pour A égale 1,02, on a S qui vaut 3,56. Donc j'ai bien l'aire en fonction de l'abscisse A. Et maintenant, si je veux faire apparaître de façon dynamique, je peux faire une chose en
en cliquant droit sur là, je peux faire afficher ce qu'on appelle la trace. La trace, ça veut dire qu'à chaque déplacement du point S, on verra apparaître son positionnement. Donc maintenant que j'ai affiché la trace, on y va. On va déplacer notre curseur. Et voyez un petit peu, ça c'est bien l'air en fonction de A. Donc on démarre à -3. C'est finalement notre fonction R qui est décrite ici. Ok. Je remonte, alors je peux tout rafraîchir. Et puis on peut faire une chose qui est sympa avec un curseur, c'est qu'on peut l'animer hein, pour automatiquement voilà, faire déplacer le point S. Et on voit bien voilà, notre triangle qui se forme et l'aire correspondante qui évolue. Ok. Allez, on va le laisser tourner. Voilà, donc conjecture à nouveau, hein, l'aire maximale, hein, on a vu à peu près pour A égale 1, et l'aire maximale vaudrait 3,55, 3,56. 3,56 hein, d'après GeoGebra. On revient sur la correction de l'exercice, et puis là on va le corriger jusqu'au bout. Donc, petit b directement, on vous demande modéliser, exprimer l'aire du triangle à l'aide de la fonction A. Bon, bah je refais ce que j'ai fait tout à l'heure sur GeoGebra, même si c'était pas demandé. Donc 1,5 de MP fois Pn. Je suis vigilant, hein, Pn, c'est bien moins f de A. Parce qu'il donne 1,5 de A plus 3 facteurs de f de A. Je remplace par l'expression de f de A en n'oubliant pas le moins. Ok. Je développe, j'obtiens un polynôme du troisième degré, je vous laisserai regarder dans le détail. Moins 1 neuvième de A cube, moins 1 tiers de A carré, plus A plus 3. Bon, et puis mon idée, c'est de trouver quand est-ce que cette R est maximale. Donc, assez logiquement, je vais appeler f la fonction telle que f de A égale ce fameux polynôme du troisième degré, moins 1 neuvième de A cube, moins 1 tiers de A carré, plus A plus 3. Désolé, c'est un peu plus petit, mais ça devait tenir dans l'image, d'accord. Quel que soit appartenant à moins 3,3, je calcule l'expression. Alors désolé, hein, c'est pas f de x, mais f de a. Donc f' de a égale moins 3 neuvième de a cube, moins... qu'est-ce que j'ai écrit 2 tiers, oui, moins 2 tiers de a plus 1, hein, je vous laisserai dériver, on dérive un polynôme, ce qui donne moins 1 demi de a carré, moins 2 tiers de a plus 1. On étudie le signe, c'est un polynôme du second degré, calcul du discriminant, calcul du delta, donc du discriminant, égale 16 neuvième, delta est positif, le polynôme admet deux racines, A1 et A2, elles sont compliquées au départ mais elles se simplifient bien, on trouve 1 et moins 3. Le coefficient devant le x carré étant négatif, alors oui, j'étais un peu embêté parce que le A était déjà utilisé, donc je ne l'ai pas renommé A, je vais l'appeler coefficient devant x carré étant négatif, le polynôme est négatif à l'extérieur des racines, moins plus moins. Ok. On en déduit les variations de f sur moins de 2, hein, on est donc croissant, décroissant, avec l'image de 1 qui vaut 32 neuvième, d'accord. Ainsi, l'aire maximale, alors j'ai passé le cas, donc f' s'annule et change le signe. Attention, oui, j'avais pas précisé. J'ai donné le tableau de signes sur moins l'infini plus l'infini de f de x, sauf que nous, on était entre moins 2 et 2. Donc j'ai restreint uniquement la partie entre moins 2 et 2 pour le tableau de signes. Donc qui était uniquement négatif, positif. Positif, négatif. C'est pour ça qu'on retrouve uniquement la partie des variations qui nous intéresse entre moins 2 et 2. Donc strictement croissant, strictement décroissant. Changement de signe, annule les changements de signe en 1. Donc ici en l'occurrence un maximum local qui est en fait un maximum, hein, si je regarde les variations, maximum de la fonction sur moins de 2. Okay. Donc l'aire maximale serait atteinte pour a égale 1, car f' s'annule et change de signe dans cette valeur. Ok. Elle vaut 32 neuvième, plus précisément, et puis 32 neuvième, bah, c'est ce qu'on retrouvait en valeur approchée, environ 3,56. Voilà. Bon, finalement, il n'y a pas grand-chose en cours hein, dans cette dernière partie. Ce qui peut être intéressant, c'est les applications, notamment hein, la modélisation de situations parfois géométriques. Il y en aura aussi, je vous en donnerai une plus économique. Voilà, donc je vous invite pour cette semaine je vous mettrai dans le document accompagnant les exercices à travailler pour d'ici la fin de semaine. On peut se laisser jusque lundi, hein, puisque je vous donne cette vidéo que mercredi. Je vous donnerai aussi un petit peu d'exercices d'algorithmie. Ok. Allez, bah écoutez, bonne journée, prenez soin de vous. Au revoir.